Un bilan carbone estime les émissions de gaz à effet de serre qui sont engendrées par un projet ou par une activité. Et l'essentiel de ce bilan, c'est vraiment de comprendre toutes les sources d'émissions liées à un projet pour mettre en place en fait des actions de réduction de ces émissions ensuite. Un bilan carbone n'est pas nécessairement quelque chose qu'on fait uniquement une fois que l'activité est faite, parce que justement on veut utiliser ce bilan pour réduire les émissions. Donc il faut le faire en amont du projet, avant la construction, afin de mettre en place des actions concrètes de réduction des émissions. Aujourd'hui, ce qu'on sait déjà sur la SAC, c'est tout ce qui est dans le dossier de réalisation. C'est le dossier qui a servi à obtenir l'utilité publique du projet. Et là-dedans, on a des surfaces, on a le pourcentage de la logistique, on a le pourcentage du bureau, etc. Et tous ces chiffres-là, on peut les utiliser pour établir aujourd'hui un bilan de gaz à effet de serre de la SAC de Ruvelle. Alors, dans ses avis, l'autorité environnementale a insisté à plusieurs reprises à ce qu'un bilan carbone de la SAC de Ruvelle soit fait. Finalement, le SICOVAL a partiellement répondu à cette demande en faisant un bilan carbone sur un périmètre limité sur la partie qui est directement financée par le SICOVAL, donc essentiellement la voirie. Mais ça exclut bien sûr tous les autres bâtiments qui seront construits sur la SAC de Ruvelle. Ça exclut le déplacement des employés et ça exclut bien sûr aussi tous les camions qui vont arriver un jour pour faire fonctionner cette nouvelle infrastructure. Alors, quand on fait le bilan sur la partie construction, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Première poste, c'est l'artificialisation. C'est un mot que j'arrive pas à dire. L'artificialisation des sols. C'est en fait la capacité moindre du sol à absorber du CO2. Si on bétonne, il y a moins de vivants dans la terre, etc. Et donc, ça va absorber moins de CO2 et donc ça va de facto être une source d'émissions. Ensuite, il y a la construction des voiries. C'est le béton qui est nécessaire pour construire les voiries, l'asphalte, etc. Les engins qui vont venir pour construire ces routes. Ensuite, la même chose pour les parkings. Et in fine, mais tous les bâtiments qui vont peupler cette nouvelle SAC. Bien sûr, sur les bâtiments, on ne sait pas exactement quel type de bâtiment va être construit. On peut faire des bâtiments en béton pour les bureaux, on peut faire des hangars en métal, etc. Et donc, ça donne des chiffres un peu différents selon l'hypothèse. Mais on voit bien, en fait, en termes de postes, ça ne change pas non plus des données fondamentalement. On voit quels sont les postes principaux d'émissions liés à la construction de la SAC. Et on voit bien que c'est les bâtiments, in fine, qui vont dominer complètement le bilan. Alors, les bâtiments, malheureusement, ils n'étaient pas inclus dans les bilans carbone que le SICOVAL a fait. Et donc, en fait, ce bilan rate une grande partie des émissions qui seront engendrées par la construction. Alors maintenant, si on fait la somme de tout dans la partie construction, et donc on prend les choses qui étaient prises en compte par les SICOVAL, mais on rajoute bien sûr aussi les bâtiments, on arrive à un total de 200 000 tonnes de CO2 équivalent. Et souvent, ça ne parle pas à beaucoup de monde, hein, ce chiffre-là. Moi, mon référentiel professionnel, c'est le lancement de fusées Ariane. Et un lancement de fusée Ariane, c'est 30 000 tonnes. Donc, ça fait environ 6 lancements de fusées Ariane qui sont équivalents à la construction, l'empreinte créée par la construction de la SAC de Ruvelle. Alors, deuxième élément à prendre en compte dans un bilan à carbone, c'est bien sûr la phase d'exploitation de la SAC de Ruvelle qui va s'étendre sur un certain nombre d'années. Et donc là, on commence à raisonner pas en empreinte globale, mais en empreinte annuelle. Et pour comparer ça aussi à l'empreinte de construction, on va amortir l'empreinte de construction sur une certaine durée. Là, on a pris l'hypothèse de 15 ans d'amortissement de l'empreinte de construction et comme ça, on peut ramener en fait l'empreinte de construction à une empreinte annuelle. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre en compte dans la partie exploitation? Donc, il y a premièrement l'entretien des infrastructures, des routes, etc.
Deuxièmement, les fluides, l'électricité, le gaz qu'il faut amener à la SAC pour fonctionner. Ensuite, il y a les employés qui doivent se déplacer pour aller travailler à la SAC, donc c'est le déplacement quotidien des travailleurs. Et aussi, ce qu'il faut amener à la SAC, c'est des marchandises et éventuellement les emboîter, donc c'est le fret qui intervient. De ces 4 postes-là, malheureusement dans le bilan du Sicoval, il n'y avait que la partie entretien des infrastructures, électricité, de l'éclairage public. Tout le reste n'était pas inclus et on voit bien encore une fois cette partie-là va dominer le bilan des gaz à effet de serre de la SAC. On a 20 000 tonnes de CO2 équivalent pour la phase d'exploitation chaque année liée à la SAC de Rivelle. Et ce chiffre-là, encore une fois, va peut-être peu parler aux personnes. Donc on peut le comparer à l'empreinte moyenne annuelle d'un Français qui est 10 tonnes de CO2 équivalent. Ça veut dire la phase d'exploitation va émettre chaque année autant que 2000 personnes en France, en sachant aussi que les accords de Paris, pour limiter le réchauffement climatique, nous indiquent plutôt qu'il faut aller vers 2 tonnes par habitant dans quelques décennies. Donc voilà une réduction assez drastique par rapport aux émissions actuelles. Alors on peut focaliser sur la partie fret. Ici, c'est bien sûr les camions qui vont amener des marchandises et ça dépendra beaucoup aussi justement du nombre de camions qui vont arriver et donc du type d'activité qu'il y aura sur la SAC de Rivelle. Donc encore une fois, on s'est basé ici sur les chiffres officiels des dossiers de réalisation du Sicoval, mais si par hasard, par exemple, il y a plus de logistique qui va se mettre en place dans la nouvelle SAC, comme par exemple sur la plateforme Lidl, mais cette partie fret, elle pourra éventuellement même doubler par rapport aux chiffres que nous avons obtenus. Mais donc nous avons un total dans notre estimation de 20 000 tonnes de CO2 émis chaque année liées à l'exploitation, et ce chiffre-là pourrait monter jusqu'à 30 000 tonnes si on passera à une SAC à 100% logistique. Alors, souvent on entend avec la SAC de Rivelle cette idée que cette SAC sera une SAC à énergie positive. Alors, quelle est l'idée là derrière? L'idée, c'est qu'en installant des panneaux solaires sur la SAC de Rivelle, on va réduire en fait les émissions de gaz à effet de serre liées à la production d'électricité et ainsi en fait donc faire une économie de gaz à effet de serre. Et donc si on regarde les panneaux qu'on peut installer sur la SAC de Rivelle, on arrive en fait à un évitement de 1000 tonnes de CO2 équivalent chaque année. Et si on met ça en face aux 20 000 tonnes de CO2 équivalent qui seront émis par la SAC de Rivelle, on voit bien que ça fait que 5% des émissions. Et donc on est très loin d'une SAC à énergie positive. Une autre idée qu'on entend souvent, qu'on pourrait compenser en fait les émissions de gaz à effet de serre par une absorption du CO2 émis. Et ça, par exemple, ça pourrait se faire avec la plantation des forêts. Et donc, une forêt qui pousse va absorber le CO2 dans l'air et le séquestrer. Alors, si on fait le calcul pour la SAC de Rivelle, on trouve que pour compenser les 20 000 tonnes d'émissions chaque année, il faudrait planter sur les terres agricoles 3 000 hectares de forêt. Et donc, si on compare les 3 000 hectares, actuellement au Sicoval, il y a un peu plus que 2 000 hectares de forêt. Ça veut dire qu'il faudrait doubler les surfaces de forêt. Ou autrement dit aussi, les 3 000 hectares, ça correspond à 20% des surfaces agricoles du Sicoval qu'il faudrait convertir en forêt. Et ça me semble être quand même assez compliqué. Donc je pense que cette compensation carbone de la SAC de Rivelle est hors de portée. Là, je parlais essentiellement des gaz à effet de serre, donc du CO2, mais on peut aussi se questionner sur d'autres impacts environnementaux. Il faut se rappeler qu'il y a des limites planétaires. Il y a 9 limites qui sont identifiées par les scientifiques aujourd'hui, et on sait qu'on a déjà dépassé 6 de ces 9 limites planétaires. Le premier, le plus important, en fait, c'est la biodiversité, l'effondrement de la biodiversité, la 6e extinction de masse. Et donc, il faut bien sûr regarder ces aspects-là aussi.
Il faut regarder aussi les questions de pollution, de l'eau, des terres et aussi l'utilisation des terres. Et donc il faut même pousser cette analyse bien au-delà du CO2 pour englober globalement tous les impacts environnementaux qui sont engendrés par une infrastructure comme la SAC de Rivelle. Alors maintenant, une fois le bilan carbone de la SAC de Rivelle fait, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut verdir par exemple la SAC de Rivelle? Et on voit bien avec cette analyse que ce qui pèse beaucoup, notamment dans l'empreinte d'exploitation, mais c'est tout le transport routier, les déplacements quotidiens des employés, mais aussi le fret. Et donc, il y a une évidence assez claire, construire une SAC en face d'un échangeur autoroutier qui va engendrer beaucoup de déplacements routiers ne peut pas être une SAC verte et donc n'est pas compatible avec les exigences d'aujourd'hui. La COP21, l'accord de Paris, nous indique qu'il faudrait arriver dans quelques décennies à une empreinte annuelle en moyenne de 2 tonnes de CO2 équivalent. Et donc, il faut vraiment se focaliser sur les choses qui sont essentielles. Et une chose qui est vraiment essentielle pour les humains, je pense que personne ne peut le contester, c'est de se nourrir. Et donc aussi de se nourrir sainement. Ça veut dire en fait aussi penser au modèle agricole qui est derrière. On a des bonnes terres ici, notamment sur la partie du Sicoval où la SAC de Rivelle va s'installer. Donc c'est essentiel de conserver ces terres-là pour une agriculture nourricière pour demain.